Bonjour à tous, merci Vanessa. Donc, bien content d'être avec vous ce matin pour parler de e-commerce. Donc, un sujet qui nous passionne chez URC et moi aussi plus particulièrement. Donc, encore une fois, bien content de vous voir si nombreux. Quelques points avant de commencer. Donc, comme Vanessa disait, le deck, donc la diapo va être disponible. Donc, on va pouvoir vous l'envoyer aujourd'hui ou au plus tard demain. Donc, ça va être rendu public. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que quand on parle de commerce électronique ou de e-commerce, c'est un sujet quand même extrêmement vaste, qui a beaucoup de composantes. Donc, ça a été un peu un challenge pour nous de condenser tout ce qu'on voulait parler pendant une heure. Donc, c'est sûr que chez certains d'entre vous, ça va être peut-être des choses que vous avez déjà vues, que vous expérimentez déjà dans vos organisations, donc peut-être un peu redondant. Chez d'autres, ça va être peut-être complètement nouveau. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu entre le high level et le pratico-pratique. Et donc, j'espère que ça va vous plaire, mais il faut le voir aussi surtout comme une discussion, donc le début d'une discussion. Et bien sûr, à la fin, il y a une période de questions. Vous allez pouvoir poser vos questions, on va pouvoir échanger, mais aussi par la suite, après le webinaire, vous avez nos coordonnées. Donc, ça va faire plaisir de continuer la discussion sur ce vaste sujet. Euh, Encore une fois, c'est, comme je disais, le e-commerce est très vaste. C'est l'angle qu'on a choisi de prendre aujourd'hui, c'est l'angle vraiment plus affaires et opérationnel. Donc, on ne parlera pas de technologie, on ne parlera pas de plateforme, on ne parlera pas d'acquisition marketing. On veut vraiment parler du côté gestion du e-commerce. Euh, Pourquoi? Ben, c'est parce que dans mon passé, mon expérience, donc notamment chez BRP où je dirigeais le e-commerce, je disais que 70 de mon temps était basé à évangéliser et à monter des plans d'affaires à l'interne et aux directions pour justement expliquer toutes les différentes composantes du e-commerce. Donc, il y a énormément de gestion, il y a énormément de finances qu'il faut prendre en considération avant de parler de technologie et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est que c'est un peu particulier parce que je ne vous vois pas. Donc, pour l'interaction, c'est un peu particulier pour moi. Je ne vois que mon écran. Et on a essayé quand même de rendre ça un peu plus interactif. Donc, on a quelques questions qu'on va poser au cours du webinaire et surtout à la fin, évidemment, il va y avoir des questions-réponses. Donc, si je parle trop vite ou trop lentement, je m'en excuse d'avance. Mais on va être capable de s'ajuster, là, j'en suis sûr, au cours de l'heure et demie qui suit. Donc, voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui plus concrètement? Avant de parler de moi un peu plus et de URC, on va quand même présenter un nouveau contexte. Donc, comme on sait, surtout au Québec, il y a un nouveau contexte relié au e-commerce. On va sortir quelques stats et quelques faits qui vont mettre un peu la table. On va parler ensuite des grandes tendances, les différents modèles d'affaires, l'importance d'un positionnement, des bonnes pratiques, des pratiques à éviter. Et finalement, vers la fin, on a un tirage. Donc, pour ceux qui veulent participer, on va vous expliquer le fonctionnement. C'est très simple, mais on fait tirer un diagnostic donc sur votre omnicanalité, votre e-commerce, qui est une valeur de 4 500 $. Donc, c'est juste un petit jeu là, qu'on va faire. Et puis, donc, on vous invite à participer. Donc, voilà pour les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Puis, en fait, aussi, il faut comprendre que chaque thématique, disons les tendances, modèle d'affaires, ça pourrait être un webinaire en soi. Donc, évidemment, on va survoler, mais je pense qu'on va quand même essayer d'avoir assez de contenu pour susciter des discussions par la suite. Donc, c'est ça un peu l'idée derrière ce webinaire aujourd'hui. Bon, première question. Donc, on va faire un petit sondage. Donc, Vanessa va vous afficher un sondage et on vous demande tout simplement quel pourcentage de la consommation des Québécois passe par le web selon vous. Donc, vous avez le sondage devant vous. On vous invite à voter. Donc, on voit déjà deux tendances lourdes. Parfait. Donc,
Si on regarde les réponses, 36 d'entre vous ont dit entre 11 et 15 et 55 entre 16 et 20 Donc, c'est quand même intéressant. On voit que le e-commerce a vraiment pris sa place dans les dernières années et ça se voit dans vos réponses. Donc, on va regarder. Oups, si on partage. Désolé. Donc, pardon. C'est juste de voir. Bon, voilà. On va s'y retrouver. En fait, selon plusieurs sources, et on a pris la source du professeur Jacques Nantel, qui est bien connu, 17 des Québécois ont consommé sur le web. Quand on dit consommer, c'est vraiment dans le commerce de détail. Donc, 17 versus 9 avant la pandémie. Donc, c'est un énorme saut. Et ce qui fait en sorte que le e-commerce n'est plus je veux dire, afterthought, là, désolé de l'anglicisme, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie à part entière du modèle, non pas seulement des détaillants, mais des Québécois aussi. Donc, 75 des adultes québécois ont réalisé personnellement au moins un achat en ligne, donc c'est énorme. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où un peu on parle de la gestion du commerce, la moitié de ces transactions sont allées sur Amazon. Donc, c'est une bonne chose, mais c'est peut-être une mauvaise chose aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ce qu'on veut aborder aussi aujourd'hui. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on doit mettre de l'avant. Un autre aspect qui est vraiment intéressant, donc d'un point de vue vraiment plus pratico-pratique. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent Bed Bath & Beyond. Donc, ils ont annoncé tout récemment, qu'ils se plaçaient sous la loi de la protection de la faillite, donc aux États-Unis. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est l'annonce publique qu'ils ont faite, donc des dirigeants pour expliquer pas juste la seule cause de la faillite, mais une des grandes causes de cette faillite est la suivante. We missed the boat on the Internet. Donc, en bon français, ils ont raté le bateau. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que pour qu'une entreprise de cette envergure annonce publiquement ce fait, ben, c'est que c'est quand même non négligeable et que c'est quand même important. Et pourquoi ils ont raté le bateau? Bon, il y a plusieurs raisons. La compétition est extrêmement forte, justement, des Amazon, Walmart, Target de ce monde. Mais c'est quand même intéressant de montrer qu'une grande organisation qui était là depuis des décennies, qui était très, très bien implantée physiquement, a perdu le fil parce que leur offre en ligne n'était pas adaptée. L'idée ici, ce n'est pas de vous faire peur, loin de là, c'est juste de montrer l'importance du e-commerce dans le modèle d'affaires global d'une compagnie. Et il faut absolument avoir cette vision vraiment omnicanale, on va dire traditionnelle et en ligne. Sinon, comme Bed Bath & Beyond, vous risquez de manquer le bateau. Parlons juste très rapidement de moi, juste pour que vous ayez une bonne idée de qui je suis et pourquoi je vous parle de e-commerce. Donc, Pierre-Yves Tournier, j'ai 25 années d'expérience en numérique. J'ai travaillé beaucoup en agence, j'ai travaillé dans des startups, dans des grandes boîtes. J'ai toujours été attiré beaucoup plus par le côté, on va dire, affaires du numérique que par la technologie. Je comprends évidemment très bien la technologie, mais ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est justement les modèles d'affaires, euh, gestion du changement, gestion d'équipe et tout ça. Donc, c'est ça qui m'a amené notamment à travailler en Asie pendant une dizaine d'années chez IBM, par exemple. Donc, j'ai couvert un ensemble de facteurs, mais toujours au niveau de la gestion du numérique, stratégie numérique. Et tout récemment, jusqu'à l'année dernière, j'étais directeur e-commerce chez BRP ici, donc au Canada, et ça m'a permis de confirmer, si vous voulez, beaucoup de choses que j'avais vues sur le marché, c'est-à-dire toute la notion, encore une fois, de gestion, de modèle d'affaires est un peu trop mis de côté versus tout ce qui est technologie et plateforme. Et à un moment donné, bien, la conversation, en fait, des dernières années a migré des décisions, on va dire IT, vers des décisions d'affaires. Donc là, on parle aux gens de finance, on parle aux gens d'opération, on parle aux dirigeants des entreprises. Donc, quand on parle aux dirigeants des entreprises, c'est une approche qui doit être complètement différente que de parler à des architectes ou des développeurs, on se comprend. Donc c'est ça qui m'a intéressé, puis c'est un peu pourquoi j'ai joint aussi URC dernièrement. Donc, qui est URC? Très rapidement, URC, c'est
la filiale de Univers Retail, qui est une boîte de services conseil à Paris. Donc, entre Paris et Montréal, on est plus d'une centaine d'experts. URC, on a officiellement lancé les opérations ici à Montréal en octobre dernier. Donc, c'est quand même tout nouveau, mais ça va très bien, très vite. Et Univers Retail a quand même plus de 20 ans d'existence. Donc, leur positionnement est très, très retail, beaucoup plus retail qu'ici. Ici, on déborde un peu plus vers tout ce qui est transformation numérique. Mais c'est juste pour vous expliquer d'où on vient et pourquoi on est un peu nouveau sur le marché et vous ne nous avez pas rencontrés auparavant. Qu'est-ce qu'on fait chez URC? Encore une fois, je vais passer rapidement, mais on fait de l'accompagnement omnicanal. Donc, on n'est pas une agence, on est une boîte de services conseil. On ne fait pas de campagne marketing, on ne fait pas de médias, on ne fait pas d'implantation de plateforme. On est vraiment dans le conseil et l'opérationnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a 4 piliers que nous offrons ici, donc tout ce qui est expertise e-commerce et omnicanalité. Et quand on parle d'expertise e-commerce, par exemple, ben, justement, c'est modèle d'affaires, gestion d'équipe, embauche de personnel, gestion du changement et tout ça, et ainsi de suite. Gestion de l'offre, c'est tout ce qui est pricing, assortiment, gestion des produits, et ainsi de suite. CRM et marketing, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais on est vraiment dans une approche très data, très données. Donc, données 360, clients et opérations. Et finalement, chaîne d'approvisionnement, donc toute la gestion logistique de l'entrepôt, supply chain, jusqu'en magasin, jusque chez nos consommateurs. Petit fait à noter, donc les 4 piliers, nous offrons cette expertise à Montréal et nous avons des experts à Montréal. Donc, oui, on est une boîte française à la base, mais on a une équipe québécoise ici à Montréal. Juste une petite anecdote, donc pour la chaîne d'approvisionnement, Philippe, qui est le directeur supply chain à Paris, déménage cet été avec sa famille ici à Montréal pour s'y installer. Donc, on a vraiment cette intégration, on va dire, vraiment poussée entre Paris et Montréal. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant. Et finalement, pour vous donner une idée avec qui on travaille, donc au début, en blanc, au début, c'est vraiment les références qu'on a de l'équipe québécoise. Donc, évidemment, on vient de lancer l'activité, donc c'est nos références passées, si vous voulez. Donc, comme je disais, j'ai travaillé chez BRP, IBM. On a des membres de notre équipe qui ont travaillé longtemps chez Cascade, Fruits et Passion, Cirque du Soleil, KPMG, Zara, Yves Rocher, ainsi de suite. Donc, on a quand même une belle expertise très concrète sur le marché québécois. Et plus bas, en gris, ce sont les clients actuels que Univers Retail en France a. Donc, comme vous voyez, c'est quand même des grandes marques, des grandes chaînes. On passe de Carrefour, Decathlon jusqu'à L'Oréal, Shiseido, Gros Rocher et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que ça nous donne quand même une vaste expertise, non pas juste à Montréal, mais aussi en Europe. Et comme on sait, l'Europe est pas mal plus en avance au niveau omnicanalité qu'ici. Donc, ça nous aide à amener vraiment les meilleures pratiques européennes ici aussi avec des beaux case studies. Donc, voilà sur Pierre-Yves et URC. Parlons maintenant des grandes tendances qui affectent le e-commerce au Québec. Donc, comme je disais tout à l'heure, évidemment, on pourrait passer un webinaire au complet juste sur ces nouvelles tendances. On va schématiser ici et évidemment, il y en a qu'on va laisser de côté, mais voici grosso modo ce qu'on pense qui est important et qu'est-ce qui affecte vraiment le e-commerce ici au Québec. Donc, évidemment, le premier, c'est le fameux télétravail. Donc, télétravail, tout le monde en parle, c'est un peu galvaudé, mais ça a un impact réel sur, évidemment, les habitudes de consommation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens qui sont en télétravail achètent différemment, ont des besoins différemment. Donc, l'assortiment qui doit être proposé à ces nouveaux consommateurs doit forcément être différent. Donc, c'est un impact qui est vraiment important, qui est là pour perdurer. Donc, encore une fois, les habitudes de consommation de ces consommateurs vont changer. La pandémie, évidemment, a changé beaucoup de choses. Donc, on a vu le fameux jump de 9 à 17 de la consommation, mais il y a aussi d'autres choses qui ont changé. C'est sur l'approche, on va dire, au niveau du contenu ou l'approche que les gens ont demandé versus les nouveaux détaillants. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
c'est qu'il y a un gros chiffre vers tout ce qui est l'empathie. Donc, un nouveau focus sur l'empathie, l'authenticité. Les gens ont besoin de vraies expériences, ont besoin d'histoires. Et évidemment, énorme focus sur la santé et bien-être, l'éco-responsabilité. Donc, les consommateurs s'attendent à ce que les détaillants répondent à ces demandes-là et ces questions-là aussi. Donc, les gens vont vous poser des questions. OK, mais vous offrez telle gamme de services. Est-ce que c'est éco-responsable? Est-ce que c'est bon pour la santé? Prouvez-le-moi et tout ça. Donc, ça, c'est des faits qui changent un peu la dynamique, beaucoup la dynamique sur l'approche du contenu, notamment sur le e-commerce. Un exemple très simple, les fiches produits qui étaient avant très, on va dire, factuelles, doivent maintenant raconter des histoires, doivent proposer des recettes ou des façons de faire. Donc, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait par avant. Le contenu pertinent, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, surtout dans un contexte e-commerce, puis là, je vais être un peu négatif, mais on va dire le blabla, ça ne passe plus. Il faut que ça soit, encore une fois, pertinent par rapport aux 4 focus qu'on a expliqués juste auparavant. Sinon, les gens vont déconnecter ou ne se sentiront pas interpellés par votre contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut passer d'un contenu pertinent versus on va dire, un contenant léché. Donc, très souvent, le focus des détaillants a été sur on veut un beau site web avec des belles images bien léchées. C'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut avoir du contenu pertinent. On ne peut pas avoir juste qu'un beau design léché. Ce n'est plus pertinent pour la plupart des consommateurs. Un autre aspect qui est vraiment intéressant et qui est un peu négligé selon moi, c'est avec la pandémie, grosso modo, la moitié de l'humanité a découvert Internet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne un exemple précis. Mes parents, qui sont fin 70, pour la première fois de leur vie, il y a 2 ans, ils ont commandé en ligne. Et ils ont commandé, je pense que c'était pour la cabane à sucre, peu importe. Donc, évidemment, quelqu'un qui commande pour la première fois en ligne, qui n'est pas habitué, bien, ses attentes et sa façon de transiger est complètement différente de quelqu'un qui est sur Amazon 2, 3 fois par semaine. Donc, ça, en tant que détaillant, il faut s'en rendre compte et il faut être capable d'interpeller ces nouveaux segments de marché. Sinon, on perd énormément d'occasions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut adapter l'offre, ne serait-ce que l'assortiment, mais surtout le contenu doit être adapté à ces nouveaux segments. Sinon, ça devient un peu difficile d'avoir une bonne rétention sur des gens qui ne sont tout simplement pas habitués de faire des transactions en ligne. L'autre chose aussi, c'est comme les gens transigent beaucoup en ligne, bien, la dernière expérience, la meilleure expérience en ligne devient le minimum exigé. Donc, on parle des Netflix, Amazon, Apple, ainsi de suite. Constamment, quand on parle à des détaillants ou même des consommateurs qui nous disent « c'est quoi votre dernière meilleure expérience? » Le mot Apple revient souvent, le mot Netflix, Tesla. C'est sûr qu'on ne demande pas à un détaillant qui a 20 boutiques au Québec d'être le prochain Apple Store, mais c'est juste, il faut comprendre que le niveau d'attente est très, très élevé, beaucoup plus élevé que l'on pense. Donc, c'est mieux de faire des petites choses très bien pour répondre à ces attentes qu'essayer de tout faire en même temps. Et finalement, on perd complètement l'attention, le niveau d'attente. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment important. Puis, finalement, les magasins physiques ne vont pas mourir. Loin de là. Il va y avoir, c'est déjà en train de se passer, puis on a quelques exemples après, il va y avoir un transfert d'habitude entre le magasin et le commerce électronique. Donc, les fameux magasins qui deviennent des centres d'expérience versus juste des centres de transactions. Donc, très rapidement, un exemple, Staples au Canada. Donc, j'avais assisté il y a 2 mois environ à Toronto à une conférence du CMO de Staples. C'était très intéressant, puis je vais aller rapidement, mais ils ont compris qu'il y avait des magasins grande surface et il y avait des magasins urbains. Donc, magasins urbains, petite surface, il faut un assortiment adapté à ces gens qui sont justement travaillés dans des condos, télétravail. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le télétravail aussi fait en sorte que les gens qui sont à la maison n'ont plus accès aux mêmes services que quand ils vont au bureau, services de photocopie, de livraison et tout ça. Donc, ils ont commencé à migrer ce type de service dans leur magasin Staples, évidemment pour
assurer un achalandage, mais aussi pour assurer qu'il y ait une bonne rétention des clients, que Staples n'est pas vu juste pour acheter des fournitures de bureau, mais beaucoup plus que ça. Et finalement, l'achat en ligne fait en sorte que le magasin, comme je disais, devient un centre d'essai, un centre d'expérience. Exemple très simple, on veut acheter une chaise ergonomique à 500-600 $. C'est très difficile de faire le choix en ligne parce que, on n'arrive pas à toucher ou à voir si ça convient. Ce que Staples commence à offrir, c'est des rendez-vous avec des consultants sur place, donc en magasin, qui proposent 5-6 choix de chaises. Donc, toute la recherche se fait en amont en ligne, mais l'essai, si vous voulez, se fait en magasin. Donc, ça rajoute encore une fois de la plus-value dans tout ce qui est transactions et échange de services. Un dernier exemple, Decathlon, donc ça, c'est surtout en France. Donc, ils ont ouvert les Decathlon City, donc ce sont des magasins urbains de beaucoup plus petite taille, mais qui aident justement à répondre à cette nouvelle clientèle urbaine en télétravail. Donc, voilà. Ça, c'est les grandes tendances. Et évidemment, il y en a d'autres, mais c'est ce qu'on pense qui est important. On va parler maintenant du modèle d'affaires. Donc, encore une fois, ça va être un peu high level, mais je pense que c'est des choses qui sont quand même extrêmement importantes à discuter aujourd'hui. Donc, je vais vous demander dans vos têtes, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions suivantes-là? Est-ce que vous connaissez vos marges e-commerce? Donc, quand on parle de revenus, souvent, on veut établir donc un modèle d'affaires, c'est revenus, coûts et profits. Les revenus passent évidemment par les marges. Et on va parler un peu plus précisément des marges ensuite, mais la question est très simple. Est-ce que vous connaissez vos marges e-commerce? Et pour la petite histoire, j'ai posé cette question à plusieurs détaillants quand j'étais chez IBM en Asie et c'était, on va dire, blank. Il n'y avait aucune de ces réponses parce qu'ils nous avaient tout simplement pas fait cet exercice-là. Et ça arrive constamment et beaucoup plus qu'on pense. Au niveau des coûts, est-ce que vous avez vraiment une idée réelle des coûts encourus? Est-ce que vous avez fait cet exercice? Sans entrer dans les détails, les coûts qui sont reliés au e-commerce ne sont pas les mêmes que des coûts en magasin. Donc, est-ce que la plupart d'entre vous avaient fait cet exercice? Il faut se poser les questions. Donc, une fois que vous avez fait ces deux exercices au niveau des revenus et des coûts, bien évidemment, vous êtes capable de définir un horizon de rentabilité. Mais quand je pose la question à la plupart des détaillants que j'ai rencontrés dans les dernières années, quel est votre horizon de rentabilité? C'est très, 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 très difficile pour eux de répondre. Évidemment, parce qu'il y a des changements de marché, il faut s'adapter et tout ça, mais la notion de dire on avait un plan d'affaires de base qui a évolué, en fait, il n'y avait pas de plan d'affaires de base. Donc, c'est très, très difficile de se mesurer et d'avoir une idée dans le temps. Donc, c'est vraiment ces trois questions de base sont essentielles pour toute activité e-commerce. Si vous n'avez pas de plan de match, donc un plan d'affaires, ça devient très, très difficile d'embaucher l'équipe, d'investir dans les plateformes, puis surtout d'exécuter parce que vous allez avoir besoin de fournisseurs, vous allez avoir besoin de partenaires, évidemment, vous allez avoir besoin d'une équipe et vous allez avoir besoin d'investir dans les plateformes. Donc, vous devez mesurer ces choix en fonction d'un plan d'affaires. Que le plan d'affaires change ou pas avec le temps, ça, c'est correct. Mais si vous n'êtes pas capable d'avoir cette référence-là, très, très souvent, les entreprises se lancent dans des achats, on va dire, de plateformes sans penser au ROI ou sans penser à l'impact sur les équipes à l'interne. C'est bien beau installer SAP, mais s'il n'y a personne qui l'utilise, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, grosso modo, là, pour vous donner un exemple très simple. Parlons maintenant des marges. Donc, très précisément, j'ai voulu montrer un exemple. Donc, c'est sûr que c'est plus complexe que ça, mais ça donne quand même les grandes lignes. Donc, disons que de votre marge, vous passez d'une marge produit, là, quand je dis marge produit en magasin, de 50 disons. Ce qu'il faut considérer, c'est que sur Internet, il y a des marges qui se rajoutent ou qui se déduisent, si vous voulez, de votre 50 initial. La première, c'est ce qu'on appelle le transport interne. Le transport interne, c'est le transport entre les différents entrepôts, entre la chaîne d'approvisionnement et les magasins, et ainsi de suite. C'est les frais de location d'entrepôts, ainsi de suite. Donc, on estime de manière générale à 5 à 6 l'impact sur les marges. Service logistique, donc tout ce qui est une fois que la commande est faite, donc d'envoyer d'un magasin ou d'un entrepôt à un consommateur et incluant
la gestion des retours. Donc, ça, c'est quand même des coûts beaucoup plus importants qu'on pense. On estime autour de 10 Le service à la clientèle. Donc, vous allez devoir avoir une équipe dédiée au e-commerce sur votre service à clientèle actuel. Comme on sait, le service à clientèle, souvent, c'est basé sur le volume d'appels, le volume de courriels et ainsi de suite. Bien, vous allez avoir un nouveau volume qui va arriver avec votre e-commerce ou qui le fait déjà. Donc, il faut être capable de réaliser qu'il y a des coûts de votre service à clientèle qui sont dédiés uniquement au e-commerce. Donc, c'est un autre 2 à 3 frais de transaction, les fameux paiements en ligne, que ce soit PayPal, Visa, Moneris, ainsi de suite, c'est toujours autour de 2 à 3 Et là, on n'inclut même pas les promotions. Donc, si on inclut des promotions, évidemment, ça se rajoute à tout ça. Le point très simple, vous avez déjà compris, c'est que votre marge réelle en e-commerce, ce n'est plus 50 c'est 30 Donc, évidemment, votre modèle d'affaires change complètement parce que ce n'est pas du tout la même chose de rentabiliser des marges de 30 versus 50 Donc, c'est juste pour donner un exemple simple de différence entre un plan d'affaires traditionnel et un plan d'affaires e-commerce. Et encore une fois, ça arrive énormément souvent, beaucoup plus qu'on pense que cet exercice-là n'est pas fait, ne serait-ce que même dans les grandes entreprises, il n'y a pas de finances ou il n'y a pas de genre de finances, de comptabilité qui sont dédiées au e-commerce, au numérique, et les modèles d'affaires en souffrent énormément. Donc, si on fait un petit recap très rapide des marges, donc il y a la livraison, l'entreposage, l'emballage. Donc, oui, tout le monde veut un bel emballage léché, tout ça, c'est bien beau, mais ça coûte de l'argent, puis il faut l'absorber sur les marges. Les paiements, promotions, services à clientèle et tout ça. Donc, tu sais, souvent, pour faire des campagnes d'acquisition, on fait des promotions 15 20 30 ou même transport gratuit. Bien, ça a un impact sur les marges. Donc, ça coûte de l'argent de faire de la promotion. Donc, il faut être capable d'anticiper ces choses-là. Et c'est malheureusement très, très rarement mesuré adéquatement. En termes de coûts, puis là, je vais aller peut-être un peu plus en détail. Bien, une des choses qui est souvent absolument négligée, c'est la création de contenu. Donc, disons, on prend un exemple, vous avez 1000 produits à mettre en ligne. Bien, 1000 produits, ça prend peut-être individuellement 5-6 photos. Il faut recadrer les photos de la même manière. Il faut en bon français, les cropper. Il faut avoir le même éclairage et tout ça. Juste ça, c'est un travail assez important, bon, qui coûte de l'argent, mais surtout qui prend beaucoup de temps. Donc, il faut être capable d'anticiper ses coûts. Et là, on parle juste d'un lancement en ligne, mais après, il y a les coûts qui sont sur la saisonnalité, toutes les nouvelles collections. Bref, c'est pas, on ne met pas un catalogue en ligne une seule fois, puis il ne se passe plus rien. Donc, il y a beaucoup de coûts on va dire, shooting photo, création de contenu, toutes les fiches produits. C'est beaucoup plus important qu'on pense. Il y a après l'aspect de l'analyse de données. Donc, il faut comprendre que oui, c'est bien beau avoir Google Analytics, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller dans une optique 360. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intégration de système, intégration de bases de données. Donc, il faut avoir des gens dédiés à ça et c'est des coûts, évidemment. Donc, intégrer vos différents CRM, par exemple, avec le e-commerce ou ne serait-ce que permettre au service à clientèle d'avoir accès aux données CRM du e-commerce, bien, il y a des frais, il y a de la gestion, il y a de l'intégration à ce niveau-là. Contrat avec système de paiement, bien, oui, OK, c'est entre 2 et 3 mais il faut quand même signer un contrat parce que souvent, il y a des escomptes sur volume. Il y a plein de choses à valider avec légal d'un point de vue les retours, d'un point de vue la fraude et tout ça. Donc, c'est quand même, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est souvent 5, 6, 7 mois quasiment de négociation avec le légal. Donc, il faut anticiper tout ça. Et évidemment, la logistique et entrepôt et finalement, les fameux salaires dédiés. Donc, même si dans un cas, on dit, OK, on a une équipe marketing et on va dédier 4 personnes sur 3 mois à 20 bien, il faut être capable de dire, bon, bien, ce sont des coûts qui sont dédiés au e-commerce, donc il faut les rajouter au modèle d'affaires. Sinon, ça fausse les données et évidemment, ça crée énormément de frustration à l'interne parce que les gens ne savent pas trop s'ils sont en e-commerce, s'ils sont en marketing, ainsi de suite. Donc, il faut anticiper ces coûts. Donc, ça, c'est une première liste de base. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à considérer, mais c'est juste pour vous donner une idée
de choses à considérer quand on fait un plan d'affaires. Positionnement. Donc là, c'est une autre question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui motive le plus un client à acheter en ligne? Donc, Vanessa va vous poser la question par sondage. Parfait. Donc, on voit que c'est quand même assez partagé. 24 les prix, 32 les produits, 13 service de livraison, le support 11 assortiment exclusif en ligne 11 autres éléments à valeur ajoutée 11 Ben, en fait, c'est parfait parce que ça prouve qu'il y a une multitude de facteurs qui font que les gens vont venir acheter en ligne chez vous. Et on va les regarder un peu plus précisément. Pardon. Donc, comme on dit, il y a les prix, les produits, l'assortiment en ligne, le support, service de livraison. La réponse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il faut être capable à l'interne, donc dans votre positionnement, de répondre à cette question. Et quand on dit répondre à cette question, ce n'est pas votre perception à vous. Il faut parler à vos clients, il faut leur demander, il faut faire des sondages, il faut faire des focus group, peu importe. Il faut leur demander pourquoi ils achèteraient chez vous. Et encore une fois, très souvent, les gens le font par déduction, c'est-à-dire les détaillants le font par déduction sans réellement penser à ce qu'il y a vraiment un positionnement. Et quand on parle de positionnement, ce n'est pas le positionnement de la marque, c'est le positionnement de la marque en ligne. Donc, c'est complètement différent qu'un positionnement en magasin et il faut être capable de répondre à ces questions-là. Si vous n'avez pas de positionnement clair de la marque e-commerce, vous allez trouver ça très, très, très difficile parce que ça change constamment, la compétition est extrêmement féroce et vous allez vous perdre, tout simplement. Donc, il faut avoir une vision claire, que ce soit à l'externe et à l'interne pour vos équipes. Je vais parler très rapidement du syndrome Amazon parce que c'est une question qui nous revient tout le temps quand on discute d'e-commerce. C'est oui, mais Amazon livre en 4 heures ou Amazon offre les mêmes produits moins chers. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Vous ne pouvez pas compétitionner directement avec Amazon. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une façon d'opérer. Vous allez perdre tout simplement. C'est impossible. Amazon est beaucoup trop gros et beaucoup trop avancé sur certains aspects. Donc, arrêtez de vous comparer avec Amazon. Ce n'est pas une bonne approche. Ce n'est pas, puis je vais être même un peu plus tranchant que ça, c'est presque une perte de temps. Parce que ce n'est pas ça le nerf de la guerre. Ce n'est pas de savoir si vous allez compétitionner comme Amazon, c'est savoir si vous, en tant que détaillant, vous êtes capable de vous en sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a énormément de détaillants qui sont capables de s'en sortir, d'être très profitables. Et il y a des façons de faire. Donc, très rapidement, comment on fait? Bien, produit unique. Donc, ça a l'air tellement évident, mais ça, c'est une des forces de la plupart des détaillants. Vous avez déjà une communauté. Donc, quand on se dit communauté, c'est un ensemble de clients qui reviennent souvent, qui aiment vos produits, qui parlent de vos produits. Il faut utiliser cette communauté pour la traduire pour du succès en ligne. Vous avez une connaissance beaucoup plus approfondie qu'Amazon de vos clients. Donc, utilisez ça aussi. Ça vous prend un service impeccable. Donc, quand on parle de service impeccable, c'est le fameux end-to-end. Trop souvent, la livraison qui fait défaut parce que c'est arrivé en retard ou le paquet est mal emballé ou il y a des défauts d'emballage, ça a un impact énorme sur tout l'aspect expérience client et ça donne une très, très mauvaise impression. Donc, il faut être capable d'offrir un service impeccable. C'est ça qui va faire une différence. Et évidemment, bien, pensez à une expérience client beaucoup plus globale que juste vendre des produits. On l'a vu tout à l'heure avec Staples. Il faut aller un peu, on va dire, outside the box et penser à qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus en termes de service, par exemple, à nos clients qui nous ferait, qui amènerait plus de valeur, qui nous ferait un élément de différenciation. Donc, je voulais juste parler un peu d'Amazon. Mais je pense que c'est quand même important, surtout dans un contexte où 50
des ventes en ligne se font à travers Amazon au Québec. Quelques autres exemples de positionnement distinct. Donc, on a le classique, bon, Amazon ou tous les magasins qui sont sur Amazon qui, en gros, vendent des produits pas chers venant de Chine, bas prix. Dans ce cas-ci, les attentes du client sont, je sais que ce n'est pas cher, donc je ne m'attends pas à être livré demain matin. C'est correct si je suis livré dans 3 à 4 semaines parce que la proposition de valeur, elle est claire. Ça vient de Chine, c'est moins cher, donc ça va prendre plus de temps. Et ça fonctionne. Un autre cas de figure, c'est par exemple la boutique Attitude qui dit, nous, on va offrir un service de livraison impeccable et on va garder sensiblement la même politique de prix en magasin qu'en ligne. C'est un positionnement. Évidemment, si vous avez fait vos devoirs et si vous êtes capable d'être rentable, c'est une position qui se tient très bien. Et donc, le client s'attend à payer le même prix, puis s'attend à se faire livrer rapidement. Donc, ça, c'est une proposition de valeur qui est vraiment différente. Puis finalement, il y a un exemple, par exemple, Rona qui fait de temps en temps, qui a une collection exclusive en ligne. Donc, c'est un assortiment exclusif sur le web. Qu'est-ce qui attire le client? Évidemment, c'est le produit. Ce n'est pas le prix, ce n'est pas la livraison en 24 heures. Les gens sont attirés par le produit. Donc, ça, c'est une autre proposition de valeur. Donc, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a différentes façons de vendre en ligne. Il n'y en a pas seulement une. Et c'est à vous de déterminer comme détaillant d'un point de vue financier et opérationnel, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous. Donc, une fois qu'on a dit, on a un plan d'affaires, on a un positionnement, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et là, on vous pose une autre question, un autre sondage, avec un choix de réponse. Donc, quel élément de réussite devrait venir en premier selon vous? Donc, affichons le sondage. OK, intéressant. Encore une fois, c'est assez partagé sur les 3 premiers. Donc, processus, 44 support de la haute direction, 33 gestion du changement, 39 et les nouvelles technologies, seulement 8 bon, OK, intéressant. Et on va vous dévoiler ce qui est, selon nous, le plus important. En fait, c'est ex aequo. Le plus important, c'est le support de la haute direction et la gestion du changement. Il y a aussi, de manière égale, l'équipe. Donc, on parle d'équipe de gestion puis du contenu dédié au e-commerce. Donc, je vais m'attarder à chacun des points ici. Le premier, donc, parle. L'équipe de gestion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que très, très souvent, les équipes e-commerce, ce sont des designers, des développeurs, peut-être des gens de marketing, mais il faut avant tout intégrer des gens de gestion au niveau de vos équipes e-commerce. Comme je l'ai expliqué auparavant, chez BRP, je faisais essentiellement de la gestion, donc préparer des présentations aux exécutifs, préparer des plans d'affaires, préparer des plans de match, intégrer des fournisseurs et tout ça. Et c'est ce qui manque un peu, très honnêtement, au Québec au niveau des directions e-commerce, c'est ce côté management, ce côté gestion. Et si vous n'avez pas d'équipe de gestion, vous avez bien beau avoir les meilleurs marketing, les meilleurs gens en marketing, les meilleurs gens en design, ça va être très, très compliqué pour eux de vendre le projet e-commerce. Et surtout que quand on fait du e-commerce, c'est en bon français, stakeholder management. Donc, vous devez gérer la finance, les opérations, vous devez gérer le département légal. Il y a énormément de choses à gérer qui n'ont rien à voir avec la gestion quotidienne du e-commerce qui est de vendre en ligne. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, comment se faire? Bien, il y a embauche interne, embauche externe, mais il ne faut pas s'attendre à ce que demain matin, quelqu'un arrive en poste et soit autonome. Donc, il y a du temps d'apprentissage. C'est normal, ça va prendre du temps, mais c'est très, très important de faire se poser ce geste de bâtir une vraie équipe de gestion au niveau du e-commerce. Une fois que vous avez votre équipe de gestion en place, ils vont être capables de, en bon français, driver la gestion du changement et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, aller chercher le support de la haute direction. Si vous n'avez pas de support de la haute direction, ça va être extrêmement compliqué
pour la simple et bonne raison que vous êtes en train de changer une façon fondamentale de travailler à l'interne. Donc, la haute direction doit être capable de faire des calls, de dire en opération, on dédie 4 personnes, en finance, on dédie 3 personnes et tout ça. Ce n'est pas vous, en tant que gestionnaire de commerce, qui est capable de faire ces calls-là. Donc, il faut avoir le support de la direction, pas seulement d'un point de vue financier et positionnement, mais vraiment très, très terre à terre. Monsieur le Président, j'ai besoin de 10 personnes sur la prochaine année. Bien, ce n'est pas vous qui allez pouvoir embaucher les 10. Vous allez avoir besoin de ce support-là. Et finalement, le contenu, j'en ai parlé un peu au début. Si vous n'avez pas de contenu dédié au e-commerce, ça va paraître très, très, très rapidement. Et la compétition est tellement féroce. Encore une fois, les gens vont vous comparer tout de suite au Walmart, Amazon de ce monde et ça ne marchera pas. Donc, il faut mettre les efforts au niveau du contenu dédié. Donc, c'est fiches produits, photos, storytelling, et ainsi de suite. Une fois que vous avez ça en place, bien là, c'est les outils et la technologie qui viennent. Donc, je suis quand même content de voir que dans le sondage, les nouvelles technologies étaient passées au 4e rang. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment là où on est rendu. Dans le passé, c'était souvent, on choisit une plateforme, on installe la plateforme, puis on s'arrangera après avec. Mais on n'est plus rendu là. C'est fini ce temps-là. Le e-commerce, c'est une business à part entière et il faut mettre le temps, les efforts, les énergies. Et la technologie vient en support de toutes ces décisions qui sont faites auparavant. Je vais parler rapidement de 3 bonnes pratiques. Donc, on y va dans le concret. La première chose, puis c'est quelque chose j'avoue, qui me surprend toujours un peu parce que quand on parle de e-commerce ou même marketing numérique, je te dirais que 90 de l'effort est basé sur l'acquisition. La réalité, c'est que si vous n'avez pas une bonne rétention, si vous n'avez pas des clients fidèles, ça devient extrêmement difficile d'être profitable. Les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. Il faut avoir une clientèle qui revient régulièrement. Sinon, votre modèle d'affaires va être extrêmement difficile pour les années qui suivent. Donc, c'est facile au début de dépenser beaucoup. On va acquérir, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que le client a acheté? Est-ce qu'on s'en occupe vraiment? La réalité, c'est que beaucoup moins qu'on pense versus l'acquisition. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Comment on fait? Bien, il y a plusieurs tactiques, évidemment, l'expérience client, l'assortiment produit, programme de fidélisation. Donc, en ligne, je sais que ça a l'air tellement évident, mais la façon la plus simple et efficace de fidéliser les clients très rapidement, c'est d'avoir un système de points ou un système de loyauté en ligne. Donc, ça aide énormément. Il faut avoir un panier bien garni. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un panier garni une fois ou 6 mois que plusieurs achats individuels une fois par mois. Pourquoi? Bien, frais de logistique, frais de transport et ainsi de suite. Donc, essayez de penser tout le temps dans un concept de comment je pourrais augmenter mon panier d'achat au lieu de toujours essayer de vendre à l'unité, souvent en promotion. Donc, upsell, cross-sell, avoir des fameux kits, des produits exclusifs, durée limitée, ainsi de suite. Donc, je ne passerai pas à travers chaque exemple, mais vous comprenez un peu. Donc, il faut avoir un panier bien garni. C'est ça qui va faire la différence au niveau de la rentabilité. Puis finalement, bien, il faut tester autant le physique que le numérique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que très souvent, quand c'est le temps de lancer des campagnes numériques, des nouvelles promotions numériques, un exemple simple, les gens ne testent pas les emails. Donc, le client reçoit un email, il y a plein de fautes d'orthographe, ce n'est pas le bon nom et tout ça. Donc, toute l'expérience qui a été bâtie sur même des années vient d'être détruite parce que le client s'aperçoit que cette compagnie-là n'est pas sérieuse, ils ne sont même pas capables d'envoyer un email sans faire de faute d'orthographe. Donc, il faut vraiment comprendre la dynamique ou la perspective d'un client qui commande en ligne. Lui, il s'attend à recevoir le même niveau de service qu'en magasin, mais aussi, il s'attend à avoir un email impeccable, emballage impeccable. Il veut être capable de savoir quand son colis va arriver presque à l'heure précise et tout ça. Donc, il faut comprendre que si vous ne testez pas le physique autant que le numérique, le risque d'erreur est beaucoup trop grand. Et évidemment, un consommateur qui n'est pas satisfait, bien, il va en parler. Et puis, bon, vous connaissez la suite des choses, je ne vous apprends rien.
mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment négligé. Les tests sont souvent faits quelques heures avant les mises en ligne et honnêtement, c'est une très, très grave erreur. Donc, voilà. Je vais finir aussi par deux pratiques à éviter. Encore une fois, il y a toute une série de pratiques, mais je pense que si on résume ces deux-là, je pense que ça va vous donner quand même une bonne idée et c'est un peu le message on veut passer aujourd'hui. La première chose, l'erreur que beaucoup de détaillants font, et puis ce n'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde, c'est qu'ils transposent le magasin physique en ligne. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le temps et les coûts encourus sont beaucoup plus importants qu'on pense. Exemple très simple, on a un catalogue de 3 000, 4 000 produits, on dit, on va juste les mettre en ligne. On a parlé tantôt de coûts de production, coûts de shooting photo. Faire un shooting pour 3 000 produits, c'est énorme. Donc, un exemple, quand j'étais chez un gros client dans l'automobile en Asie, ils voulaient lancer une plateforme comment dire, de second-hand, d'auto-usagers. Donc, le directeur marketing était bien content. Il dit, on a notre branding, on a nos campagnes marketing, tout est prêt, on est prêt à lancer. Et je lui pose la question, OK, mais tu as combien de voitures sur ton site? Il dit, on en a 4 000. Je dis comme, wow, c'est quand même impressionnant pour débuter. Je dis, mais comment tu as fait pour prendre les 4 000 voitures en photo? Et là, moment de panique qu'on voit dans son visage, il venait de réaliser que toutes les photos qu'ils avaient, c'était les photos des individus qu'ils avaient envoyées. Donc, évidemment, je vous épargne les détails. Tu avais des photos en noir et blanc, tu as des photos mal croppées. Bref, c'était un fiasco total. Et juste ça a décalé le lancement de 8 mois. Par contre, une fois que l'opération a été lancée, c'est un grand succès, ça existe encore. Et le directeur est venu me voir et je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, là, mais c'est juste pour vous compreniez. Il dit, merci, tu viens de sauver ma job. Parce que si on avait lancé ça tel quel, on serait fait ramasser directement. Donc, évitez de prendre juste le magasin physique, le transposer en ligne. Il y a énormément de choses que vous devez faire avant. Il faut travailler par phase. Donc, on a tendance aussi à tout faire d'un seul coup. On passe de 0 à 100 d'un seul coup. Pour tout ce qui est commerce électronique, l'avantage, c'est que les attentes du client ne sont pas si grandes que ça en termes d'assortiment. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit des beaux produits, que ça ne soit pas trop cher, que ce soit livré à temps. Ils ne s'attendent pas à avoir un catalogue de 5 000 produits. Et la réalité, de toute façon, c'est la fameuse règle de 20-80. Vous allez avoir même peut-être 10 de votre catalogue qui va générer 90 des revenus. Donc, toute cette data, vous l'avez déjà. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser pour y aller en phase quand c'est le temps de déployer en ligne? Et ça va vous permettre aussi d'apprendre sur le tas. Donc, vous allez recevoir beaucoup de data, beaucoup de feedback de vos clients, mais c'est aussi, ça va vous apprendre, ça va vous permettre à vos équipes qui sont la plupart du temps nouvelles, de mieux collaborer, d'apprendre et pas d'avoir le stress de dire on a 6 mois pour lancer un catalogue de 4 000 produits en ligne. Donc, ne faites pas cette erreur et allez-y graduellement. Et encore une fois, le positionnement en ligne est complètement différent qu'un positionnement en magasin. Donc, c'est le temps de mettre ça en pratique. La deuxième chose, quand je parlais du 0 à 100, très souvent, c'est qu'on se dit, OK, on a 6 mois pour mettre en ligne, on met en ligne, puis merci, bonsoir, on passe à un autre projet. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez très bien. Le contenu doit être mis à jour constamment. Tout ce qui est saisonnalité, assortiment doit changer constamment. Vous avez des promotions, vous avez des rétentions, vous avez des nouveaux segments, vous avez des partenariats. C'est ni plus ni moins qu'un organisme vivant. Il faut voir le e-commerce comme un corps humain qui a besoin de manger, qui a besoin de boire constamment. Si vous faites on va dire un one-shot, vous lancez le site puis il ne se passe rien. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite pour un consommateur qui vient sur le site, qui voit que le contenu n'a pas été mis à jour depuis 6 mois. C'est encore les mêmes produits. Tu es en hiver, puis on vend des produits d'été. Ça donne une très, très, très mauvaise image. Donc, bref, tout ça pour dire que ne faites pas l'erreur de lancer trop gros et ne faites pas l'erreur de lancer puis de rien faire après. Ça a l'air vraiment évident, je le sais, mais croyez-moi, ça arrive constamment et ne tombez pas dans ce piège-là.
Donc là, je vois le temps, j'avoue que je suis allé assez rapidement. Donc, avec un peu de chance, ça va donner le temps à plusieurs de poser des questions. Euh, donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que le e-commerce, ce n'est pas un canal marketing, c'est un département à part entière. Et quand on parle de département, on parle de budget, de ressources, de gens, de plans d'affaires, de feuilles de route et ainsi de suite. Donc, c'est fini le temps où le e-commerce était fait par, là, j'exagère un peu, mais deux stagiaires d'été. C'est plus comme ça que ça marche. Vous avez vu la part du e-commerce sur les ventes. On parle de 17, des fois 20. Bien, si vous avez, je prends un exemple, une centaine de magasins, 20 ça veut dire l'équivalent de 20 magasins. Est-ce que c'est logique d'attribuer au e-commerce, donc l'équivalent de 20 magasins, deux ou trois personnes? Évidemment, non. Je ne vous dis pas d'engager 70 personnes du jour au lendemain, mais il faut doser vos efforts en conséquence. Le e-commerce est beaucoup trop important pour être laissé ça à deux ou trois personnes qui sont malheureusement pris avec énormément de problèmes, de projets et de choses à faire et n'ont tout simplement pas le temps. Donc, il faut mettre les efforts. Donc, comment on y fait? Bien, on fait appel à des firmes externes, on fait appel à des consultants, on engage à l'interne, mais il faut le voir aussi sur du long terme. Hein. Donc, ce n'est pas un chiffre qu'on fait en quelques mois, mais il faut comprendre que, encore une fois, le e-commerce est un centre de profit, est un département à part entière à l'intérieur de l'organisation et il faut qu'il soit traité tel quel. Donc voilà, ça fait, quand je vous avais dit que je parlais vite, donc c'est ce que ça donne. J'espère que ce n'était pas trop rapide pour vous. J'espère qu'on aura quand même beaucoup de questions de votre part, donc ça va me faire plaisir. Juste avant, on avait parlé en tout début de tirage. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc, entrez votre adresse courriel dans le chat ou sinon, vous pouvez nous l'envoyer par email et on fera piger un gagnant et on va vous contacter. Et puis, voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas à laisser vos emails, ça va nous faire plaisir. Et, euh, et voilà, donc, je vous laisse un peu de temps pour remplir ça. Entre-temps, on passe déjà à la question, à la portion, pardon, questions, commentaires. Donc, je vais laisser ma collègue Maude lire vos questions. Et parce que comme je dis, je ne vois pas le chat, je ne vous vois pas. Donc voilà. Donc, on a encore presque une demi-heure. Là. Donc, n'hésitez surtout pas. Je veux voir que ce soit une discussion ouverte. On n'a pas on n'a pas de secret. Il y a rien on n'a rien à cacher. Donc, je vous écoute. Donc, Pierre-Yves, Oui. la première question, c'est une question commentaire. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que le calcul des marges est tout aussi important en commerce électronique qu'en magasin physique? 200 200. Donc, si vous n'avez pas d'idée de vos marges e-commerce, votre plan d'affaires ne tient pas la route. Donc, je suis un peu direct, là, mais c'est essentiellement ça. Les coûts qui sont reliés au e-commerce, c'est des coûts, ne serait-ce que les gens sont toujours surpris quand ils font des promotions, par exemple, sur les euh, livraisons gratuites. Ben, ça coûte quelque chose. Il faut prendre de l'argent quelque part. Donc, ça sera soit dans un budget marketing, donc il faut le prévoir, soit au niveau des marges produits, il faut le prévoir. Donc, si vous n'avez pas idée, comme j'expliquais tout à l'heure, on parle de 10-15 juste en termes de logistique interne et externe. Bien, sur des marges, souvent, dans le commerce de détail, les marges sont beaucoup plus réduites. Ça fait une énorme différence. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir au moins une idée de ces marges-là, le plan d'affaires devient extrêmement compliqué. Oui, pour répondre à la question. Excellent, merci beaucoup. Aussi, on demande si tu aurais une suggestion d'application Shopify pour un programme de loyauté, par exemple. Oui, ben j'ai pas, je t'avoue que je suis pas, ça fait quand même un certain temps que je suis allé jouer dans Shopify, pour être parfaitement honnête. Je suis sûr qu'il en existe. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de faire des essais-erreurs. Donc, souvent, surtout chez des modules Shopify, vous avez des périodes d'essai.
ou vous installer sur un autre serveur, donc sur un serveur dédié pour faire des tests, pour expérimenter. Donc, de vous lancer évidemment pas tout de suite dans l'installation et la mise en ligne. Essayez de jouer avec l'outil, comprenez l'outil et ça va vous permettre d'avoir une idée sur qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas. Ceci étant dit, ne pas oublier qu'il faut que vous compreniez avant de choisir un outil, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre programme de loyauté. Il y a différents types de programmes de loyauté. Il y a des points, il y a des ristournes, il y a des remises en argent. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, avant d'aller dans un outil, essayez de comprendre un peu c'est quoi quel type de loyauté vous voulez aller chercher. Puis après, essayez de voir quel outil fonctionne le mieux pour vous. Donc, ce serait mon premier conseil. Donc, désolé si je n'ai pas le module en tête là, exactement, mais il y en a beaucoup. En fait, je dirais encore une fois par expérience, le problème souvent, c'est que les gens prennent un module puis adaptent leur stratégie en fonction du module. C'est l'inverse. Si le module ne correspond pas à ce que vous voulez faire, ne vous forcez pas à utiliser un module juste parce que vous devez le faire. Donc, il y a différentes façons de faire de la loyauté. Et ce n'est pas simplement lié à un module, c'est vraiment lié à votre positionnement et vos intentions. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. J'espère que ce n'est pas trop vague, mais ce serait ça mon conseil. Merci. Sinon, prochaine question. Comment choisir la meilleure plateforme pour notre boutique en ligne? Encore une fois, il faut que vous commenciez par votre modèle d'affaires, votre positionnement, et ensuite, vous allez être capable d'identifier beaucoup plus facilement votre plateforme. Si vous êtes vraiment, on va dire, immature au niveau e-commerce, ne vous lancez pas dans les grosses plateformes à la Magento, ça va vous coûter une fortune, ça va être beaucoup trop complexe. Donc, il y a Shopify, WooCommerce, il y en a une couple qui sont très, très simples. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer petit, d'apprendre et puis d'évoluer après. Donc, si vous commencez, en fait, ça dépend de ce que vous vendez aussi en ligne, là, mais pour commencer je veux dire, top of mind, là, WooCommerce, Shopify font très, très, très bien l'affaire. Une chose que je veux peut-être mettre un petit red flag, c'est que ne prenez pas une plateforme qui est trop simple, dans le sens où le plus important de ces plateformes-là, même si c'est des plateformes pour commencer, c'est l'intégration à vos autres systèmes. Shopify est très bon là-dedans pour s'intégrer, par exemple, au système comptable, au système d'inventaire, et ainsi de suite. Il y a énormément de modules. La même chose pour WooCommerce. Donc, pensez tout de suite à un écosystème versus un choix d'une seule plateforme. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ont une belle plateforme, c'est pas trop cher, on va l'utiliser, mais ça ne s'intègre à rien. Donc, vous dédoublez, même triplez votre travail d'intégration. Donc, c'est comme ça que je le verrais versus une plateforme précise. Excellent. Merci, Pierre-Yves. Prochaine question. Notre boutique a démarré 100% en ligne, mais nous avons aussi une boutique physique. Comment devrions-nous diviser le coût pour l'accélération des produits sur Shopify? C'est notre catalogue produit, mais aussi notre solution de e-commerce. Est-ce que tu veux que je réponde? Non, ce que vous voulez dire, c'est que vous utilisez Shopify pour vos ventes en magasin, c'est ça? C'est ce que j'ai compris? Si David peut confirmer ou affirmer. Oui, exact. OK, donc Shopify est votre POS, on va dire. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Encore une fois, ne le regardez pas d'un point de vue plateforme ou technologie. Regardez-le vraiment d'un point de vue modèle d'affaires en magasin versus modèle d'affaires en ligne. Les gens qui vont venir chez vous en magasin, ça ne devrait pas être nécessairement les mêmes segments ou ils n'ont pas nécessairement les mêmes attentes. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, regardez l'assortiment, regardez les attentes qui sont peut-être différentes, le niveau de service qui doit être différent avant de penser à la plateforme technologique. Parce que de nos jours, il y a énormément de plateformes qui font les deux, donc les fameuses plateformes, on va dire, omnicanal avec un POS intégré. Donc, ce n'est pas une question de savoir si on peut vendre en ligne et en magasin en même temps sur une même plateforme. Ça fait plusieurs années que ça se fait. Donc, ça, c'est correct. C'est vraiment savoir pourquoi quelqu'un qui achète en ligne sur votre commerce en ligne
qu'est-ce qui le ferait me motiver à aller en magasin? Il faut penser à... C'est une question très simple, mais c'est vraiment penser à ça. Puis est-ce que ça vaut la peine de faire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un assortiment différent en magasin? Est-ce qu'il y a, un niveau de service qui est différent? Est-ce que vous allez avoir des occasions de upsell, cross-sell qui sont vraiment différentes que vous ne retrouvez pas en ligne? Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut penser à la fameuse omnicanalité, on va dire. Excellent. Merci beaucoup. David, si jamais vous voulez rajouter un commentaire ou poser d'autres questions, sentez-vous à l'aise. Alors, une autre question ici. Comment faire si nous sommes une petite équipe marketing et que nous avons en plus la vente en ligne? Comment convaincre les dirigeants de nous accorder plus de ressources et moyens pour réussir à augmenter nos ventes en ligne? Très, très bonne question. Il faut un plan d'affaires. Donc, faut que vous soyez capable de vendre votre projet. Donc, comment on vend un projet? C'est à la haute direction si on monte des chiffres. Donc, ce n'est pas des chiffres de tendance et de comportement, c'est des chiffres réels de voici ce que ça coûte, voici ce qu'on peut ramener, voici la profitabilité. Donc, pour arriver à, je dis n'importe quoi, un chiffre d'affaires de 3 millions en ligne, bien, ça nous prend 20 personnes, ça nous prend tel type de rôle et responsabilité à l'interne. Donc, il faut vraiment, tu sais, quand je dis plan d'affaires, c'est old school, là, mais c'est vraiment ça. Et c'est comme ça, en passant qu'on l'a vendu quand j'étais chez BRP. Donc, pendant 6 mois, on était une équipe, je dirais, de 4-5, incluant des gens en finance. Bon, c'est sûr, BRP multinational, mais c'est juste expliquer le concept un peu. On a monté littéralement un plan d'affaires avec projection financière sur 5 ans. Et c'est ça qui a débloqué les budgets pour la suite. Donc, ce que je vous conseillerais pour votre petite équipe, c'est essayer d'inclure quelqu'un en finance dès le départ qui va vous enligner tout de suite sur le type de KPI, là, pardonnez l'anglicisme, le type de chiffre que la haute direction recherche. Et comme ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est tout le travail d'évangélisation, c'est tout le travail que je parlais de gestion du e-commerce. Il faut que vous présentiez un plan d'affaires. Et pour quelqu'un qui n'est pas habitué de faire un plan d'affaires et que ça semble très gros, en fait, est-ce que tu as des idées de peut-être d'un projet un peu plus petit qui pourrait aussi être fonctionnel là, dès le Tout début? à fait. Ben, écoute, je sais, quand on parle de plan d'affaires, faut pas le voir trop gros non plus. Le plan d'affaires, c'est ni plus ni moins qu'un fichier Excel avec des revenus, des dépenses, puis des projections financières. Donc, commencer avec le plus simple possible, avec ce que vous savez. Et comme je dis, impliquer tout de suite finance, comptabilité, et eux vont beaucoup vous aider sur le format, sur le type de chiffre que vous devez aller chercher. Donc, ne vous attendez pas trop à un plan d'affaires. C'est pas si gros que ça, là. Surtout la haute direction. Quand on fait des présentations de la haute direction, c'est 4, 5, 6 slides, gros max avec, peut-être un fichier Excel. Donc, tu sais, c'est pas si. Ne voyez pas ça plus gros que ce l'est, mais il faut partir avec des choses très concrètes. Donc, ça serait mon conseil. Donc, le bon vieux fichier Excel. Revenus, dépenses, profits, puis vous commencez comme ça. Puis ça va vous donner tout de suite une bonne idée dans quoi vous embarquez. Mais si vous voulez, on peut, après le webinaire, là, je peux prendre un 15-20 minutes avec vous sans problème, là, puis vous expliquer un peu comment on l'a fait. Donc, pas de problème. Merci, Pierre-Yves. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On va y aller avec une dernière question. Pierre-Yves, est-ce que tu aurais un cas concret de Quick Win que tu as fait en termes de e-commerce qui a eu un effet direct sur le ROI? Tout à fait. Bien, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, on m'a posé la question avec Shopify puis le programme de loyauté. Ça a été un quick win. Pourquoi? Parce que souvent, le programme de loyauté est associé avec euh, la fameuse carte physique qu'on utilise en magasin et tout ça. Il faut séparer. Dans un monde idéal, c'est sûr que le programme de fidélité est partout, là, magasin, e-commerce et tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est très complexe, ça prend beaucoup de temps à mettre en place pour plusieurs raisons. Par contre, vous pouvez très, très facilement avoir un programme de loyauté uniquement pour votre commerce en ligne. Et justement, avec les différents modules, et ça, c'est extrêmement facile à mettre en place. Et vous n'avez pas besoin de réinventer la roue parce que ça reste
uniquement pour vos clients commerce en ligne. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai recommandé plusieurs fois, puis ça donne des résultats quasi instantanés. Donc, quand on parle de programme No Loyalty, c'est vous gagnez des points si vous référez des clients, vous gagnez des points si vous parlez de nous sur les médias sociaux, vous gagnez des points évidemment sur vos transactions. Il y a énormément de façons de gagner des points, puis la réalité, c'est que tout le monde aime gagner des points. Donc, ça marche très, très rapidement, puis tout se fait en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller au magasin, vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un centre d'appel et tout ça. Donc, c'est des choses qui sont très simples à mettre en place et qui ont des gains presque immédiats. Donc, ça, c'est une des choses, on dirait quick win auxquelles je pourrais penser. Parfait. On a une dernière question, mais il manque une partie de la question, on dirait. Donc, je vais juste attendre 1 minute pour voir si la question peut être complétée. Mais d'ici là, j'ai peut-être une question pour toi, moi aussi. Est-ce que tu as réussi à régler des enjeux opérationnels avec la chaîne d'approvisionnement après le lancement d'un site transactionnel? Oui, bien clairement, écoute, ça arrive tout le temps. Donc, la réalité, c'est que un lancement, c'est jamais parfait. Il va toujours avoir on va dire des bugs. Le plus important, vraiment, là, je sais que ça a l'air très simple, mais tu sais, on parlait de la gestion du changement, mais ça fait partie de ça. La gestion du changement, ça veut dire impliquer les parties prenantes, puis qu'ils soient, encore une fois, très impliqués dans tout ce qui est decision et tout ça. Donc, avoir un mini comité de direction pour le e-commerce aide souvent beaucoup, mais très concrètement, c'est la communication. Donc, si on sait à l'avance que dans 3 mois, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, bien, l'équipe e-commerce est capable d'anticiper, donc au niveau de l'assortiment, au niveau de qu'est-ce qu'ils vont publier. Puis, il faut être très transparent. Il faut absolument éviter de mettre en ligne des produits qui ne sont pas en stock. Ça, c'est presque la pire chose à faire. Tout le monde haït ça, acheter, tu fais ta transaction pour recevoir un email 2 jours après qui dit ben non, mais finalement, le produit n'existe pas. Donc, c'est beaucoup plus simple d'être proactif et de dire le produit n'est pas en stock, on s'excuse, chaîne d'approvisionnement, blablabla. Donc, toutes ces transparences, on parlait du contenu pertinent au départ, ça, c'est un exemple. Et aussi des façons de mitiguer ça, c'est par exemple en disant ben, vous pouvez faire un pre-order sur sur ces objets-là une fois qu'ils seront de retour en stock. Ou si vous voulez, on peut vous contacter quand le produit sera en stock. Donc, tu sais, il y a une façon de communiquer efficacement qui fait en sorte que les clients sont beaucoup moins déçus versus, encore une fois, ils font une commande pour apprendre que ce n'est pas en stock après. Donc, c'est toute une question de communication interne et externe. Excellent, merci Pierre-Yves. Dernière question. Avez-vous des experts qui peuvent nous aider à créer une expérience en magasin et bien se différencier de l'expérience e-com? Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu notre cœur de métier. Donc, moi, évidemment, aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup de e-commerce, mais en fait, la plupart de nos experts chez URC, chez Invaritel, s'occupent de magasins physiques. Donc, toute l'expérience en magasin physique au niveau utilisation de la technologie, digitalisation des points de vente, ce qu'on appelle clienteling. Donc, comment on fait pour aider les représentants ou les vendeurs à être beaucoup plus efficaces avec des outils. Oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est presque l'essentiel de c'est la majorité de nos activités chez Invaritel. C'est tout ce qui est omnicanalité, donc autant le physique que l'e-commerce. Super, fait que ça semble être complet. Donc, j'ai pris en note toutes les adresses courriel pour les participations au tirage du diagnostic. Puis, on va faire un tirage, donc on va revenir aux gagnants d'ici la fin de la semaine. Merveilleux. Excellent. Ben, merci beaucoup. Je sais que, comme je disais, je ne vous ai pas vu, donc j'espère que ça vous a plu quand même et que vous avez appris quand même quelque chose. Mais n'hésitez surtout pas, là, vous avez mon email, vous avez les coordonnées de UR Canada, donc URC. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez surtout pas, là, ça va nous faire plaisir. Parfait. Ben, encore une fois, merci Pierre-Yves pour cette riche présentation. Puis comme on l'a mentionné, on partage avec les participants l'enregistrement ainsi que la présentation sous peu.
Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés de nos prochaines formations. Et puis, encore une fois, merci à notre partenaire URC. Et, on vous dit bonne journée à tous et à bientôt. Merci encore. Merci.